Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Un innocent arrêté par erreur à cause d'un algorithme. Ça se passe dans le Michigan. Pourquoi la reconnaissance faciale se trompe-t-elle si souvent? La chercheuse du MIT, Joy Buolamwini, a mis à jour ses biais raciaux et genrés. Elle demande plus de justice algorithmique au Big Tech. Elle est notre invitée. Et dans Test24, on entre dans l'ère du vertical. Samsung parie sur un écran qui tourne sur lui-même pour accueillir les contenus verticaux prisés par les digital natives. Des mots à suivre. Mais d'abord, la French Tech veut plus de diversité dans ses startups. Mais les entrepreneurs et entrepreneuses n'ont pas attendu ce feu vert pour faire progresser la question au sein des boards et au sein des boîtes. Avec quels résultats? Nina Masson et Hermelco ont enquêté pour Tech24. Un homme blanc, trentenaire et surdiplômé, voici le profil type d'un salarié de la tech. Chez Google, les personnes noires représentent seulement 5,5% des embauches en 2019. Elles se chiffrent à moins de 10% chez Facebook. La tech, un milieu masculin et blanc, grand oublié de la diversité. En France, le gouvernement s'est saisi du problème, avec le lancement en 2017 du programme French Tech Tremplin qui soutient la mixité et l'inclusion dans l'entrepreneuriat français. Une ambition, pas uniquement portée par l'État. Mounira Hamdi est entrepreneur digital. Il y a 2 ans, elle cofonde Diversity Days, une association pour rendre le secteur de la tech accessible à tous. Il y a toute une image qu'on se fait du numérique, on se dit c'est pas pour nous, ça va trop vite. Je ne suis pas adaptée, je n'aurai pas le temps de me reconvertir. Et petit à petit, on prend chacun des préjugés ou chacun des stéréotypes et on essaye de les casser. C'est ça aujourd'hui l'ambition de Diversity Days. Mounira et son équipe font chaque année le tour de France pour dénicher ce qu'ils appellent des Diversity Makers. En d'autres termes, des pionniers du numérique qui mettent parfois leurs connaissances au service d'une plus grande égalité des chances. C'est le cas de Daniela Chana, créatrice d'une plateforme éducative en ligne. Sa mission, accompagner les jeunes des régions françaises dans leur préparation au concours de grandes écoles bien souvent parisiennes. Bonjour et bienvenue. Le but, c'est de pouvoir donner les mêmes chances de réussite à tous les jeunes qui voudraient intégrer des grandes écoles. À chaque fois que j'ai des élèves, je leur dis que tout est possible. Ne jamais se limiter à d'où on vient. Ne jamais se limiter à sa couleur de peau, ne jamais se limiter au fait qu'on soit une femme ou bien, voilà. Tout est possible, il suffit juste de se donner les moyens. 40 entrepreneurs ont déjà été accompagnés par le programme Diversity Days. Chacun à leur manière, ces talents venus des 4 coins de la France espèrent aussi changer le regard sur la diversité grâce au numérique. Et on continue à parler de diversité avec un grand D et surtout avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors la question de la représentation des minorités est de plus en plus importante dans la technologie. On en vient même à parler de code inclusif. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien Marjorie, c'est un code informatique qui ne fait référence à aucune discrimination raciale ou sociale, passée ou présente. Très concrètement, et c'est un des combats de la développeuse américaine Leah Culver, on va nettoyer, si on peut dire, le code de références comme whitelist, blacklist, master ou slave. Et on le voit dans la programmation Python qui est juste à côté de nous. Eh bien, le deuxième paragraphe, c'est allowlist qui a remplacé whitelist. Dans ce combat, Leah Culver a été rejoint par Nat Friedman, le PDG de la plateforme GitHub, et ça agite de plus en plus le milieu des développeurs. Oui, parce que la question, c'est de savoir évidemment qui code et comment on code, sauf que tous les développeurs ne sont pas d'accord. Oui, on a interviewé Deepti Chander qui préside en fait l'association EMA, qui représente pas moins de 500 développeurs. Elle dit que le combat est bon, mais le plus important pour elle, c'est de mettre en avant ce qu'on appelle des role models, des développeuses et des développeurs issus de la diversité. Et elle ressemble, sa philosophie est très proche en fait de celle d'Amelia Matar, qui a créé Coloris, qui elle veut sensibiliser les 3 à 6 ans à la philosophie de l'informatique. Et pour ce faire, Amelia Matar s'appuie sur Ayo le robot. C'est un petit conte où figurent notamment Justine et Pierrot, des personnages qui illustrent le manque de diversité, qui veulent corriger ça. C'est un très beau combat qu'on peut retrouver sur Coloris, par exemple. Alors, comment faire pour que ces rôles modèles, justement développeuses,
féminin et au pluriel puisse devenir majoritaire? Alors, il faut soutenir et suivre le combat de Kimberly Bryant, vous savez, qui a créé le mouvement Black Girls Code et qui veut créer les Ada Lovelace de demain. Vous savez qu'Ada Lovelace était la première programmeuse de l'histoire de l'informatique. Rebecca Elanchang a également écrit un très beau texte qui s'appelle Do You See Me? C'est la créatrice d'Abstec, une des figures du high-tech en Afrique. Et elle veut vraiment que la diversité soit représentée dans l'industrie informatique. Merci Guillaume. Et pendant ce temps, Amazon, IBM et Microsoft prennent leur distance avec la reconnaissance faciale et suspendent les ventes de leurs logiciels de détection aux forces de l'ordre. Une question qui résonne dans le Michigan alors qu'un homme innocent a dû passer 30 heures en détention après qu'une caméra l'a faussement identifié. Une chercheuse du MIT a mis à jour ses biais raciaux et genrés dans des outils de reconnaissance faciale. Elle défie désormais les géants de la tech pour construire une innovation plus inclusive et diverse avec son initiative Algorithmic Justice League. On la rejoint tout de suite à Boston pour en parler. Bonjour Joy Bolamwini. Les big tech qui se distancient donc de ce marché de la reconnaissance faciale, mais est-ce qu'il faut croire à leurs bonnes intentions pour autant ? Eh bien, c'est une bonne nouvelle d'apprendre que 3 géants de la technologie prennent leur distance avec la technologie de reconnaissance faciale, que ce soit pour ne plus la vendre, ce qui est le cas d'IBM, ou bien simplement pour suspendre cette activité, ce qui est le cas de Microsoft et d'Amazon. Mais on ne peut pas prendre cela pour acquis parce que même si ce sont 3 grands noms de la tech, il y a d'autres entreprises comme NEC, Cadnetec ou Rank One qui fournissent ce type de technologie aux forces de l'ordre et à d'autres entités. Donc, ce n'est pas seulement le cas de ces 3 entreprises qui reculent qui va changer la donne. Nous devons vraiment penser à l'ensemble de l'écosystème et nous ne pouvons pas simplement attendre que les entreprises décident qu'elles pourraient s'autoréguler d'une manière ou d'une autre. Les entreprises doivent d'abord garder leur intérêt commercial, mais c'est à nous et à nos législateurs de préserver l'intérêt du public. Donc, ce dont nous devons nous assurer, c'est que nous mettons en place des lois pour fournir des lignes rouges et des lignes directrices sur la façon dont nous gérons cet ensemble complexe de technologies et de justice algorithmique. Nous soutenons l'interdiction totale de l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale pour la surveillance de masse. Sinon, l'État devient orwellien. Une lutte pour l'égalité qui passe donc par ce que vous appelez cette justice algorithmique. Mais comment est-ce qu'on améliore ces outils d'un point de vue technologique? Est-ce qu'on a des solutions, Joy? Nous voyons par exemple avec le cas de Robert Williams, qui a été faussement reconnu via la reconnaissance faciale puis arrêté à tort, que les travers de ces technologies ont de réelles conséquences mondiales. Souvent, la question est de savoir comment améliorer ces technologies. Mais nous devons garder à l'esprit que des systèmes précis peuvent également être abusifs. C'est vraiment la question de comment améliorer ce système et comment nous décidons de quel type de technologie nous voulons et ne voulons pas dans la société. Quand on parle de reconnaissance faciale, il faut savoir que ces technologies sont dangereuses lorsqu'elles fonctionnent, mais aussi quand elles ne fonctionnent pas. On peut se retrouver dans une situation où une personne peut être mal identifiée et ensuite faussement arrêtée ou pire. Il faut donc se demander dans quel type de société nous voulons vivre. Et après San Francisco, c'est à Boston d'interdire la reconnaissance faciale. Est-ce que ces villes sont en train de faire école en la matière pour vous? Souvent, nous entendons que la technologie existe déjà partout dans le monde, que nous ne pouvons rien y faire. Mais lorsque nous voyons des villes comme Boston se mobiliser pour interdire la surveillance faciale, nous voyons que ce n'est tout simplement pas vrai. Nous avons une voix, nous avons le choix. Vous avez un visage, une place dans ce débat. Et nous pouvons choisir de vivre dans des sociétés qui ne sont pas surveillées de cette façon répressive. Quand je vois Boston, San Francisco, Oakland, Berkeley, Cambridge, Brooklyn, ce qu'il s'est passé dans l'État de Californie pour arrêter d'intégrer la reconnaissance faciale aux caméras de la police. Nous voyons que les gens, lorsqu'ils connaissent ces problèmes, peuvent se mobiliser. Nos législateurs peuvent intervenir et s'assurer que nous protégeons bien l'intérêt du public. Donc pour moi, cette récente annonce de Boston d'interdire la surveillance par la reconnaissance faciale est une affirmation que les gens ont le choix et que maintenant, nous devons choisir d'agir. Vous finissez comme une poétesse du code. Vous êtes également une tech avenger, si j'ose dire. En commençant vos recherches il y a 5 ans, est-ce que vous vous imaginiez être au cœur d'un mouvement aussi important aujourd'hui ?
Je me vois comme une poète du code, non seulement parce que je connais cette technique, mais je comprends aussi l'importance de la narration. Et le travail d'un poète, c'est de faire en sorte que la société prenne le temps de réfléchir. Avec les systèmes d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale, nous sommes vraiment à un carrefour pour la société. Quand j'ai commencé ma recherche il y a environ 5 ans, peu de personnes en parlaient. Mais parce que je savais que nous parlions du visage des gens, quelque chose de si intime et de si viscéral, je pensais bien qu'à un moment donné, ce serait un débat majeur. Et je me sens extrêmement chanceuse que nous soyons maintenant passés à un niveau international. Donc c'est au-delà de ce que j'imaginais, mais je le savais depuis le début. Et on continuera à vous suivre, bien évidemment. Merci infiniment, Joy Buolamwini, pour avoir fait un tour par le plateau de Tech 24. Et tout de suite, c'est Test 24. Un Test 24 qui passe en mode vertical cette semaine, comme les écrans. D'ailleurs, je ne comprends pas, Guillaume, si on a un smartphone géant ou un téléviseur à côté de nous en plateau. Eh bien, moi, je dirais plutôt une tablette, à la seule différence qu'elle n'est pas tactile, mais on peut véritablement faire pas mal de choses. C'est un téléviseur qui a été lancé par Samsung. On avait l'habitude avec LG notamment d'avoir des promesses de téléviseurs enroulables. Ici, on va avoir un téléviseur qui s'adapte totalement grâce au Wi-Fi, en fait, à l'usage que vous faites de votre téléphone. On voit qu'il passe très facilement en mode 9/16e ou 16/9e. Ça peut être très sympa pour voir des vidéos. Juste derrière, vous avez une grande enceinte, mais ce qui peut être très intéressant aussi, c'est l'usage qu'on peut faire avec des réseaux sociaux, notamment les formats Instagram, où là, je vais pouvoir dérouler tout ce que j'ai habituellement sur Instagram. On sait que les vidéos sont de plus en plus importantes, notamment pour Instagram qui vient de lancer Reels pour concurrencer notamment TikTok, des petites vidéos de moins de 15 secondes. À l'avenir, on nous promet des vidéos qu'on pourra, des téléviseurs qui pourront totalement waterproof. Là, je trouve ça très intéressant, au seul petit regret que l'écran ne soit pas encore tactile. Écoutez, c'est peut-être pour une prochaine version. En tout cas, vous savez ce qu'on trouve aussi sur Instagram? On trouve notre poétesse du code, Joy Buolamwini, et elle a souhaité nous dédier un poème pour terminer cette émission. On l'écoute tout de suite. I'm a poet of code on a mission to show compassion through computation. I tell stories that make daughters of diasporas dream and sons of privilege pause. I interrogate AI systems and I ask questions like, can machines ever see my queens as I view them? Can machines ever see our grandmothers as we knew them?